Des prairies aux tranchées, partie 3, du vote des femmes à la Somme, décembre 1915 à décembre 1916. À Noël 1915, les hommes du corps expéditionnaire canadien prirent position près d'Ypres, où ils furent joints par les 2e et 3e divisions nouvellement créées. La force combinée fut redésignée comme le corps canadien. La création d'un corps montrait l'engagement du Canada envers l'Empire et signifiait aussi que les troupes canadiennes resteraient ensemble et combattraient sous un commandement unifié au lieu d'être dispersées parmi les formations britanniques. Suite à la trêve de Noël spontanée et non autorisée de 1914, toute fraternisation avec l'ennemi fut expressément interdite par le haut commandement britannique. Néanmoins, dans plusieurs secteurs le long du front, autant les soldats alliés que ceux des empires centraux enfreignèrent ces ordres et sortirent discrètement de leurs tranchées le jour de Noël. Les hommes des deux camps se rencontrèrent dans le No Man's Land, s'échangèrent des vœux et partagèrent, fût-ce brièvement, la même volonté et le même espoir pour la paix. Victor Swanston, le jour de Noël 1915. Ce sont des hommes comme nous. Ils ne veulent pas la guerre. On a partagé nos colis de Noël avec eux. Ils nous ont montré des photos de leur famille, pointant et parlant en allemand, avec des larmes qui coulaient sur leur visage. Toutefois, il faudra encore presque 3 ans de carnage, avec des millions de morts, avant que l'Europe de l'Ouest renoue avec la paix. Au cours de l'hiver 1916, 50 000 Canadiens terrent un front de 6 000 juste au-dessus du saillant d'Ypres. Ils endurèrent la misère de tranchées pleines d'eau, de vents froids et cinglants et d'une ligne de front trop étendue. En général, sur une période de 6 jours, les unités britanniques au front passaient du temps dans les tranchées de soutien, puis sur la ligne de front, et enfin en réserve. Néanmoins, le vaste secteur qu'occupaient les Canadiens signifiait qu'aucune unité ne pouvait s'écarter de la ligne de front pendant trop longtemps, écourtant la période de récupération et épuisant considérablement les soldats. Les pertes subies par les Canadiens durant leur première année au front furent effarantes, et il devint bientôt clair que cela ne cesserait de sitôt. Dès l'automne 1915, une crise s'annonçait puisque le nombre de nouvelles recrues n'arrivait pas à combler les lourdes pertes ainsi que l'expansion du contingent canadien. La seule chose à faire était d'essayer de hâter la mobilisation au pays. Dès le début des hostilités en 1914, de nombreux hommes provenant de communautés autochtones de partout en Saskatchewan voulaient s'engager. Le gouvernement canadien fut d'abord réticent à recruter des Autochtones puisqu'ils étaient considérés comme pupilles de l'État et n'avaient donc pas l'obligation de défendre l'Empire britannique. Cette politique n'a pas empêché certains hommes déterminés qui étaient impatients de se battre pour le grand chef blanc. D'autres affichaient leur patriotisme en aidant la Croix-Rouge et en organisant des levées de fonds diverses. Plus de 3 500 hommes autochtones se portèrent volontaires pour le service actif durant la Première Guerre mondiale. Ce nombre représentait environ 1/3 des hommes autochtones éligibles à ce moment-là, soit un nombre égal ou souvent supérieur à la moyenne des enrôlements par habitant des communautés régionales blanches au Canada. Ils s'enrôlèrent pour une foule de raisons, certains par patriotisme, d'autres pour faire honneur à leur communauté, tandis que d'autres cherchaient simplement une aventure hors de leur réserve afin de visiter d'autres pays et de rencontrer d'autres personnes. Les hommes des Premières Nations servirent dans tous les secteurs du service militaire, mais se distinguèrent particulièrement comme éclaireurs et tireurs d'élite, des rôles pour lesquels les avaient préparés leurs habiletés pour la chasse et la vie en plein air. Alexander Brass, de la colonie Field Hills en Saskatchewan, dirigeait la fanfare de la communauté. L'orchestre assista aux attroupements patriotiques, aux réunions de la Croix-Rouge et aux rassemblements de recrutement. Après avoir joué dans une ville indifférente, où seuls quelques membres du public s'étaient portés volontaires, les membres de l'orchestre annoncèrent qu'ils s'enrôleraient tous, ce qu'ils firent le 12 janvier 1916. On affecta Alexander au 5e bataillon, où il servit comme éclaireur et reçut par la suite la médaille militaire pour son courage. Alexander Descoteaux, de la communauté Red Pheasant,
dont le père avait combattu la milice canadienne lors du soulèvement de Riel en 1885, s'enrôla en avril 1916. Il était le premier policier d'origine autochtone au Canada et s'était fait une réputation comme coureur, représentant le Canada dans la course de 5000 mètres aux Jeux olympiques de 1912 à Stockholm. Tandis que les hommes des Premières Nations commencèrent à joindre l'armée, de nombreux Canadiens se méfiaient de ces Canadiens qui venaient d'immigrer des zones contrôlées par les empires centraux. Ces minorités furent victimes de discrimination de la part de leurs compatriotes. Cette hostilité ne se limitait pas à la rue. Dès 1914, le gouvernement canadien commença à s'intéresser à ceux qu'on appelait les « sujets d'un pays ennemi », les obligeant à s'enregistrer auprès des autorités locales, surveillant leurs déplacements et forçant même certains individus à vivre dans des camps d'internement. Jacob Miller, une recrue de Neudorf en Saskatchewan et membre du 45e bataillon, fut l'objet d'une certaine méfiance à cause de ses origines autrichiennes, certains de ses collègues questionnant sa loyauté et ses raisons pour s'engager. J'étais certain, après avoir été questionné minutieusement par le sergent de service, que j'étais la victime malchanceuse de soupçons et j'étais rempli de crainte. Ted a essayé de me rassurer en me disant que c'était juste une erreur qui serait bientôt corrigée. Les autres compagnons ne m'ont pas manifesté la même foi en moi et j'ai croyé que j'étais un espion. Leurs soupçons se manifestèrent dans leur attitude hostile, car ils ne m'ont presque pas parlé et m'ont évité chaque fois qu'ils le pouvaient. De retour au pays, le suffrage des femmes avait gagné de l'ampleur dans les provinces des Prairies, alors que les associations de femmes sollicitaient et présentaient des pétitions pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Des orateurs politiques et des documents traitant du suffrage circulèrent à travers les Prairies, instruisant les hommes et les femmes qu'octroyer le droit de vote aux femmes donnerait à celles-ci plus de pouvoir afin de protéger les intérêts de leur famille, défendre leurs droits et supporter leurs maris au front. De nombreuses associations de femmes unirent leurs efforts, créant la Women's Equal Franchise League et voyant l'octroi du droit de vote aux femmes comme un moyen de résoudre les préoccupations de leurs groupes respectifs, telles que la vente et la distribution d'alcool. Violet McNaughton, présidente de la Women Grain Growers Association, rappelle les derniers événements menant à l'obtention du droit de vote. Finally, in May 1915, around 100 representative men and women submitted a huge suffrage petition to Premier Walter Scott in the Saskatchewan Legislative Chamber. Premier Scott was sympathetic. He promised us serious consideration, but said the government would like more signatures. We secured them. Early in March 1916, I received a letter from Premier Scott promising that an equal franchise bill would be brought down at the next session of the House. It was. It had been a good campaign, difficult, exciting, successful. Le 14 mars 1916, les femmes reçurent le droit de voter aux élections provinciales au même titre que les hommes. Plus tard cette année-là, les femmes exerceraient leurs nouveaux droits lorsqu'il faudra prendre une décision sur la prohibition. En Europe, alors que la lutte titanesque pour Verdun se déroulait à l'Est, le 27 mars 1916, les Britanniques firent détonner une série d'immenses mines creusées sous les tranchées allemandes près du village de Saint-Éloi. Les explosions en chaîne créèrent 7 grands cratères et changèrent complètement le paysage environnant, le plus grand mesurant environ 50 pieds de profond et près de 200 pieds de large. Ces cratères, ainsi que les débris qu'ils projetèrent, rendirent presque impossible pour les Britanniques qui attaquaient de trouver un abri adéquat ou de s'orienter durant leur assaut. L'offensive échoua et, pour relever les Britanniques au bord de l'épuisement, on envoya, le 4 avril, la 2e division canadienne, encore inexpérimentée, qui incluait le vaillant 28e bataillon du Nord-Ouest. Du 4 au 17 avril, les Canadiens combattirent dans un paysage lunaire où régnait la confusion et les problèmes de communication. Dans des conditions de combat féroces, plusieurs hommes succombèrent aux sévices de l'environnement. Le lieutenant Robert Coombe, un pharmacien de Melville en Saskatchewan, a été retiré du front parce qu'il souffrait de rhumatisme et d'un lumbago pour avoir combattu dans le froid,
dans des trous de but détrempés qui contenaient parfois des restes humains. Début juin, les Allemands menèrent leur propre attaque contre le secteur canadien au mont Sorel. L'assaut initial résulta en la mort du commandant de la 3e division et chassa les Canadiens des positions élevées, permettant ainsi aux Allemands de mieux observer le saillant d'Ypres. Le 4 juin, une compagnie du 28e bataillon, des hommes de la Saskatchewan, fut anéantie lorsque les Allemands firent exploser 4 mines souterraines sous des positions de la 2e division. Les Canadiens répliquèrent avec une série de contre-attaques, dont la première échoua, mais dont la deuxième, planifiée méthodiquement par le général Arthur Currie, permit finalement de regagner le terrain perdu. À la fin de la bataille du mont Sorel, le corps canadien avait perdu environ 8000 morts et blessés. Le 5 juin 1916, Dick Richardson de Grenfell en Saskatchewan écrivit à son amie Edna Chapman une lettre à propos de l'attaque au mont Sorel. Chère Edna, peut-être que vous avez entendu parler de ce qui nous arrive. J'espère ne jamais avoir à revivre cela. C'était ni plus ni moins l'enfer. Notre régiment a été presque anéanti. Des 2 compagnies qui tenaient le front, environ 40 d'entre nous sommes revenus. Les hommes de la première compagnie à notre droite ont été tués ou faits prisonniers. Aucun homme n'est revenu. La seconde compagnie dont je faisais partie a pu leur résister toute la journée et toute la nuit jusqu'à ce que leur artillerie nivelle toutes nos tranchées et nous laisse avec seulement 40 hommes, parmi lesquels plusieurs étaient blessés. Ils ont réussi à percer à travers les tranchées à notre droite et se sont rendus derrière nous, ouvrant le feu avec des mitrailleuses des 2 côtés, nous obligeant à retraiter sur notre gauche en terrain découvert sur 400 verges. Un terrain dévasté par le feu, des explosions d'obus et balayé par le tir des mitrailleuses. J'ai eu à ramper presque tout le long du chemin, puisqu'un morceau de shrapnel m'avait rendu inapte au combat, pénétrant mon côté droit jusqu'à mes côtes et s'étendant sur 5 pouces de long par 2 pouces de large. C'est pourquoi je récupère maintenant dans un des confortables lits, ici, à Bologne, où l'on m'a amené en train hier soir. La prochaine fois, j'écrirai probablement d'Angleterre, puisque c'est ce que je peux lire sur mon billet. C'est un tel soulagement de s'éloigner des explosions d'obus que, malgré mon état d'impuissance, je me sens comme au paradis. Après les coûteuses batailles du printemps et du début de l'été, les Canadiens ont été cantonnés en réserve au moment où ils débutaient la grande bataille de la Somme, le 1er juillet. La Somme anéantit les hommes à un rythme effroyable, et les Britanniques perdirent près de 57 000 hommes rien que le premier jour. N'ayant pas obtenu le succès escompté, le général Haig poursuivit son offensive tout l'été et jusqu'à l'automne 1916. Comme l'armée britannique était exsangue et à bout de souffle, on engagea le corps canadien dans la campagne de la Somme à partir de septembre et ce, jusqu'à la fin de novembre. Ce fut une première expérience pour les membres du 46e bataillon, qui faisait partie de la 4e division, arrivée au front vers la fin de l'été. L'expérience de la Somme fut toute une révélation pour le 46e. Arrivant après la tuerie des derniers mois à la Somme, le bataillon fut témoin de spectacles poignants. Harold Emery se souvient. J'ai rattrapé 8 hommes du 50e dans un fossé et suis resté avec eux pendant plusieurs longues heures. Un brancardier s'activait aux alentours, pansant des hommes blessés dans le No Man's Land, jusqu'à ce qu'il soit atteint à la tête par un tireur embusqué et tomba à seulement quelques pieds de moi. J'ai rampé et je l'ai tiré jusque dans le fossé, lorsque je l'ai entendu gémir. Je me suis retrouvé à replacer certaines parties de son cerveau dans le crâne et à le panser. Il n'a jamais retrouvé sa pleine conscience, mais divaguait à propos de sa femme Mary. Et j'ai cru que je ne pourrais jamais oublier son nom lorsque j'ai examiné sa plaque d'identité. J'ai repris sa tâche et soigné tous les hommes blessés du 50e qui avaient rejoint le fossé, et dans les heures qui suivirent, au moins une douzaine d'hommes ont pu rejoindre sains et saufs la tranchée Regina, tous des hommes du 50e bataillon. Je ne sais pas si l'un d'entre eux a même mentionné cet incident si saisissant pour moi et qui m'était resté tout au long de ma vie. Le 18 novembre, les Canadiens attaquèrent dans le Grésil, puis plus tard dans la pluie verglaçante, avançant à tâtons dans la boue froide. On peut s'étonner que dans des circonstances si mauvaises, les Canadiens aient pu faire quelque progrès que ce soit, et le fait qu'ils aient pu avancer atteste de leur endurance physique, de leur esprit de sacrifice et de leur détermination. À la fin du tour des Canadiens à la Somme,
Les bataillons d'infanterie devaient marcher jusqu'à 8000 pour se rendre jusqu'aux tranchées à partir de leur camp. À cause de cela, les vêtements des hommes étaient si lourds de boue qu'ils pesaient jusqu'à 120 livres au moment d'atteindre les lignes de front. C'était une expérience misérable, épuisante et terrifiante. En fin de compte, même si les Canadiens avaient réalisé des gains localement, la campagne de la Somme s'était enlisée dans une impasse sanglante. Il y eut 24 029 victimes canadiennes pendant la bataille de la Somme. À la fin de l'année, la Somme, Saint-Éloi et Montsorel servirent de leçons durement apprises pour le corps canadien. Ils avaient appris, dans des conditions extrêmes, l'importance de planifier adéquatement, de s'entraîner constamment et de communiquer clairement entre les formations, des leçons qui porteraient fruit plus tard dans les batailles de 1917 et 1918. Pendant ce temps, plusieurs en Saskatchewan croyaient que la surconsommation d'alcool était devenue un sérieux problème social, contribuant à la criminalité, aux problèmes d'argent, ainsi qu'à la violence conjugale. En décembre 1916, la prohibition d'alcool en Saskatchewan fut soumise au vote. C'était la première fois que les femmes de la province pouvaient exercer leur droit de vote récemment obtenu. La majorité de la province vota en faveur de l'interdiction de la vente et de la distribution d'alcool. À cause de cette décision historique, la Saskatchewan devint la première province à proclamer la prohibition comme politique gouvernementale. Pour les fermiers de la Saskatchewan, même si 1915 avait été une année de récolte exceptionnelle, la pénurie de wagons de train et la perturbation du transport maritime eut pour résultat qu'une quantité minime de la récolte de 1915 avait été expédiée à l'étranger, voire hors de la province, au moment de la récolte de 1916. Cela rendit la vie dure aux fermiers qui trouvaient qu'il était de plus en plus difficile de mettre leurs grains sur le marché. L'effusion de sang des batailles de 1916 fut sans précédent. Le grand nombre de victimes au sein du corps canadien entraîna une pénurie d'hommes qu'il devenait de plus en plus difficile à combler. Par conséquent, le sujet redouté de la conscription passa à l'avant-scène des débats sociaux et politiques au Canada. Ainsi, des messages contradictoires furent envoyés aux familles de la Saskatchewan de la part du gouvernement à propos de leur rôle durant la période de guerre. D'une part, on leur demandait de fournir des hommes pour se battre au front, tandis que, d'autre part, on leur rappelait constamment qu'ils devaient augmenter la production agricole, une tâche qui nécessitait une main-d'œuvre considérable. Ces deux tensions iraient en s'échauffant, jusqu'au point d'ébullition au cours de l'année suivante. 1916 se termina sans laisser présager de fin à la guerre, mais avec un coût grandissant en hommes et en matériel. Pour beaucoup en Saskatchewan, la saison de Noël prit un goût amer à la pensée des sacrifices qu'on leur demanderait de faire au cours de l'année à venir.